Oh, je suis tellement content de t'avoir dans ma vie. C'est quoi ça? C'est rien. C'est rien. Je sais même pas comment c'est arrivé ici. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce Quoi neuf JP pour ce qui est du mois de juillet 2020. Alors dans ce segment vidéo, ce que je vous propose, c'est tout d'abord de faire un survol des statistiques de la chaîne. Par la suite, on parlera de mon mois de juillet d'un point de vue ludique. Alors quelles sont toutes les expériences de jeu que j'ai pu avoir au cours du mois de juillet. Et on terminera cette vidéo avec mes projets de vidéos pour les jours ou les semaines à venir. Sachez qu'en tout temps, vous pouvez consulter la barre de défilement sous la vidéo, consulter les chapitres ou tout simplement aller dans la description pour avoir les marqueurs de temps qui vous aideront à bondir d'une section à l'autre du vidéo selon vos intérêts. Alors au mois de juillet, je bénéficie d'un grand avantage, d'un grand privilège en étant enseignant, c'est que je ne travaille pas. Même chose pour une partie du mois de juin et une partie du mois d'août, ce qui me donne bien évidemment beaucoup de temps pour vous proposer toutes sortes de vidéos, mais également pour m'occuper à autre chose. Vince a le même avantage et c'est pourquoi toute l'équipe, nous vous avons proposé un total de 28 vidéos pendant le mois de juillet sur une totalité de 31 jours, 28 vidéos. On doit se l'avouer, c'est assez exceptionnel et je crois que vous avez bien apprécié notre contenu du mois. On tient à souligner l'arrivée également de 210 nouveaux abonnés qui se joignent à l'aventure. Alors on est content de vous savoir parmi nous. Si vous êtes un nouvel abonné, laissez-nous un commentaire. Il nous fera plaisir de vous saluer personnellement et de vous accueillir dans cette aventure qu'est l'école du jeu. D'ailleurs, en date d'aujourd'hui, la totalité de nos abonnés arrive à une somme de 9940, ce qui nous rapproche dangereusement du seuil des 10 000 abonnés. On devrait l'atteindre d'ici quelques jours. On est toujours reconnaissant de voir que les gens continuent de trouver notre chaîne pertinente et désirent s'y abonner pour avoir accès à toutes les vidéos qu'on sort le plus fréquemment possible. D'ailleurs, pendant tout le mois de juillet, les visionnements pour les vidéos que nous vous avons rendues disponibles totalisent 67 000 visionnements, c'est immense. Et la vidéo qui a été la plus visionnée, c'est celle de mon top 10 des coups de cœur, les jeux coups de cœur que j'ai eu dans les derniers mois, dans les dernières années, avec ses 4600 visionnements, suivi de près également par un autre top 10 que j'ai proposé tout récemment, le top 10 des jeux les plus complexes qui se trouvent dans ma bibliothèque auquel j'ai joué avec ses 4300 visionnements. Alors si vous n'avez pas encore jeté un œil à ces deux vidéos, vous pourrez le faire. Je vais mettre le lien dans la description ou je vais le faire apparaître à l'écran. J'ai pas décidé encore. On continue avec mes expériences de jeu du mois de juillet et je suis très content en général parce que avec les derniers mois, avec la crise sanitaire mondiale et tout ça, le confinement, la distanciation physique et les réglementations quant au nombre de personnes qui peuvent se rassembler dans des propriétés privées, tout ça, ont fait en sorte que les occasions de jouer étaient beaucoup plus espacées, moins fréquentes. Et au mois de juillet, grâce à la flexibilité de certaines mesures, l'adaptation également, je dois dire que j'ai eu l'occasion de jouer davantage. Et donc, ça fait de moi un homme qui est très heureux pour ce qui est du mois de juillet. Et je commence tout de suite avec les expériences que j'ai eues. Tout d'abord, je vous parle rapidement de Clank Legacy. Je vais vous en parler encore pendant un petit bout parce qu'à chaque fois que ma femme et moi y jouons, eh bien, on essaie d'enfiler au moins une ou deux parties l'une après l'autre. Alors, on a terminé les parties 5 et 6. Bien évidemment, je ne peux pas vous dévoiler quoi que ce soit qui a changé le jeu ou quoi que ce soit. Par contre, je peux vous dire qu'on a bien hâte de passer à la prochaine partie parce qu'on vient de découvrir quelque chose d'un peu spécial et on n'a aucune idée à quoi s'attendre. Alors j'aime toujours Clank Legacy, même après 6 parties dans la campagne, qui en totalise je crois 10.
Je sais que plusieurs d'entre vous attendent la version française. Je ne sais pas la date de sortie. Si l'un d'entre vous connaît la date ou a des informations là-dessus, prière de laisser l'information dans les commentaires parce que je suis certain que ça en intéressera plus d'un. Alors, vous irez consulter les commentaires à la recherche de l'information que détient peut-être l'un parmi vous. Nous avons également eu l'opportunité, ma femme et moi, de jouer à Villainous. On y avait déjà joué à 5 joueurs, je vous en avais parlé dans mon dernier Quoi de neuf. Je vous avais dit que j'avais bien aimé les différentes interactions, le principe du jeu, la symétrie, mais que j'avais trouvé ça trop long, j'avais trouvé ça un peu décevant de ne pas savoir ce que les autres joueurs faisaient. Vous étiez plusieurs également à m'avoir laissé des commentaires en me disant que pour vous, Villainous, c'est une expérience à 2 ou à 3 joueurs. Alors, on a pris votre feedback en considération. Ma femme et moi y avons joué à 2 joueurs. J'incarnais la reine de cœur et ma femme incarnait Jafar. Et j'ai gagné sur un coup là, incroyable. J'ai ralenti ma femme de façon exceptionnelle. J'étais vraiment fier de mon coup. Mais en fait, c'est qu'il fallait vraiment que je la ralentisse parce qu'elle était bientôt sur le point de gagner. Et si je voulais mettre les chances de mon côté, il fallait absolument que j'essaie de lui mettre des bâtons dans les roues et ça l'a super bien marché. J'aime beaucoup l'aspect asymétrique de Villainous. Je n'ai pas encore assez joué pour voir s'il y a un déséquilibre entre les personnages ou quoi que ce soit. J'ai bien hâte d'essayer également les extensions qui sont ou qui vont bientôt arriver en français également. Nous avons également eu l'opportunité de jouer à Chronicles of Crime. On a pratiquement terminé à 100% la boîte du jeu de base. On a fait l'avant-dernier scénario de l'extension Red View. Alors, on a terminé tous les scénarios de la boîte de base. On a terminé tous les scénarios de l'extension Noire et on a pratiquement terminé tous les scénarios de l'extension Red View où on incarne de jeunes adolescents dans un collège, dans un lycée et on doit essayer de résoudre des mystères, des enquêtes, des choses qui ne tournent pas rond dans notre petit village. Et cette mission était bien intéressante, je l'ai beaucoup appréciée. Toujours des petites surprises dans ce jeu de Chronicles of Crime. J'ai d'ailleurs hâte de recevoir la prochaine version, la version 1400 que je vous avais déjà présentée sur la chaîne il y a de cela déjà quelques semaines ou quelques mois, même le temps passe tellement vite, qui va nous amener dans un tout autre univers avec quelques mécanismes un peu différents. Si vous avez joué à Chronicles of Crime, les différentes extensions, laissez-moi dans les commentaires votre système préféré. Est-ce que c'est celui du jeu de base, l'extension Noire, qui nous permet d'interagir de façon différente avec les personnages, ou l'extension Red View où on a des tests d'aptitude parfois à réaliser. C'est une information donc qui m'intéresse. Récemment, Vince et Nancy, sa femme, sont venus passer quelques heures à la maison, l'après-midi et la soirée, jouer avec les enfants, discuter ensemble. C'est la première fois que nos femmes se rencontraient, on a soupé ensemble et on a eu l'occasion de jouer, mais vraiment pas beaucoup en fait. On voulait passer beaucoup de temps à discuter ensemble, mais on a quand même eu l'opportunité de jouer à un jeu. Il s'agit de Nidavellir. Moi, Nidavellir, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. C'est un jeu qui est rapide, c'est un jeu qui est simple. On a un bon sentiment pas de progression, mais de satisfaction. J'aime beaucoup, comme j'en parlais dans une autre vidéo avant, le fait qu'on a les enchères, mais on conserve toujours nos pièces, on ne les dépense pas. Et je comprends un des points que Vince m'a dit après notre partie, c'est qu'en début de partie, on fait un peu n'importe quoi. On ne peut pas, en début de partie, voir les choix logiques, ou plutôt qu'est-ce qui serait le plus payant de faire, qu'est-ce qui serait le plus pertinent au début de la partie. On prend un peu n'importe quelle carte pendant peut-être les 2 ou 3 premiers tours, et après ça, on essaie de prendre une tangente ou une direction pour le reste de la partie. J'ai toujours hâte de voir ce qui va se passer avec Nidavellir. Est-ce qu'on aura droit à des extensions du jeu? J'espère que oui, parce que c'est un jeu, selon moi, qui a beaucoup de potentiel. Récemment, j'ai eu l'occasion aussi de jouer à un jeu auquel je n'avais pas joué depuis au moins, je dirais, 3 ans. Un jeu qui a quitté ma collection même. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que
l'ami à qui je l'ai vendu, eh bien, j'ai eu l'occasion de rejouer à ce jeu avec elle, avec mon ancienne copie. Il s'agit de Capitaine Sonore, un jeu deux équipes qui s'affrontent pour aller couler le sous-marin l'un de l'autre. Mais c'est un jeu où il faut être très nombreux pour que ça soit intéressant. Donc, on y a joué au nombre de joueurs maximum, soit 8. 4 contre 4. Chaque joueur va incarner un rôle différent dans le sous-marin. Le capitaine, l'ingénieur, le second et l'opérateur radio. Tous vont avoir des petits rôles asymétriques, des espèces de mini-jeux devant eux sur leur plateau. Et le but sera donc de circuler dans une carte qui est commune pour essayer de trouver la position de l'autre équipe dans leur sous-marin et de les couler. Un jeu qui amène toujours pas mal de rire et d'ambiance quand tous les joueurs embarquent dans la thématique. J'ai également eu l'occasion de jouer à L'Île au Trésor, un jeu que j'apprécie beaucoup, qui était d'ailleurs dans mon top des coups de cœur. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, avec 4 de mes très bons amis. Et c'est toujours pour moi un plaisir d'incarner Long John Silver dans ce jeu, mais pour ce qui est de notre session récente, j'ai décidé de laisser mon bon ami Richard incarner le rôle de Long John Silver, c'est-à-dire le pirate qui doit cacher le trésor sur l'île et après ça essayer de donner des indices aux autres joueurs pour qu'ils se rapprochent du trésor mais sans le trouver. Et c'était pas la première fois, mais l'une des seules fois où j'avais l'opportunité de jouer un simple pirate, l'un des joueurs qui doivent essayer de trouver le trésor, parce qu'habituellement, c'est toujours moi qui essaie d'être fourbe, de donner les indices. Et là, on changeait les rôles de place, donc intéressant de plonger dans les souliers de quelqu'un qui n'a pas d'informations et qui doit essayer de la deviner au fur et à mesure. J'ai eu l'occasion de faire ma première partie d'un jeu de Vital Lacerda, pas la première fois que je jouais à un jeu de cet auteur, mais la première fois que je jouais à CO2. CO2, donc, est un jeu coopératif de Vital Lacerda, donc un gros jeu tout de même, très très beau d'ailleurs, où les joueurs vont être amenés à gérer la gestion, la production de CO2 sur la planète. C'est semi-coopératif. Pourquoi? Parce qu'il est possible que tous les joueurs autour de la table perdent la partie si la production de CO2 atteint le point de non-retour, eh bien la planète meurt ou quoi que ce soit, je ne sais pas, mais tout le monde autour de la table a perdu. Alors on n'a pas le choix, si on se rapproche trop près du seuil critique, de s'aider les uns les autres, et c'est vraiment thématique. On va proposer des projets, après ça un autre joueur peut décider de le réaliser, après ça un autre joueur peut décider de le financer, de le mettre en place, de construire une usine, même si c'est un autre joueur qui a proposé le projet et qui l'a par la suite financé ou quoi que ce soit. Alors on prend le relais les uns des autres, mais si on se rend jusqu'à la fin de la partie et qu'on a bien géré notre CO2, il n'y aura toutefois qu'un seul vainqueur. Alors oui, on veut s'aider, mais on veut tout de même être capable de tirer notre épingle du jeu. Je trouvais ça bien intéressant comme jeu semi-coopératif. D'ailleurs, on a presque perdu littéralement si l'échelle de CO2 atteignait, je crois, 500. On mourait et on était à 490. Exceptionnel tout de même comme partie. On a eu l'occasion également encore de jouer à Cartographers, un petit jeu de flip and write. Alors on tourne des cartes, ça nous donne des dispositions, des types de terrain également qu'on doit placer sur une feuille sur laquelle on va dessiner, marquer de l'information. Ce que j'aime le plus dans Cartographer, en plus de sa simplicité, en plus du fait que ce sont des objectifs un peu à la Isle of Skye. On a 4 objectifs et on va chacun d'entre eux les scorer ou les marquer à 2 moments différents durant la partie. C'est surtout la gestion des monstres. Habituellement, dans ce genre de jeu, c'est chacun pour soi, mais une fois de temps en temps, on va rencontrer des cartes monstres. À ce moment, on va prendre notre plateau, on va le donner à notre voisin et tout le monde va placer un monstre sur le plateau, sur la carte, sur la feuille de son adversaire pour essayer de lui nuire. C'est rien qui va complètement briser la partie, mais c'est juste assez pour créer un peu d'interaction, créer des moments cocasses. Récemment, je suis allé jouer avec 2 collègues de travail
à 2 jeux. Le premier étant Charlatan de Belcastel, un jeu que j'aime beaucoup. J'ai d'ailleurs donné la piqûre, je crois, à mes 2 amis et je me demandais quelles sont vos impressions sur l'extension qui implique les sorcières. Je sais qu'il y a un nouvel ingrédient, la possibilité de jouer jusqu'à 5 joueurs, mais sinon, si vous avez eu l'occasion d'y jouer, laissez-moi vos commentaires, votre retour sur cette extension. Est-elle parmi les extensions indispensables selon vous ou si on peut totalement s'en passer? Quoique, dans ma tête, on peut nécessairement se passer de toutes les extensions. Il n'y en a aucune, selon moi, qui est indispensable, mais il y en a tout de même qui peuvent être plus pertinentes que d'autres. Alors, essayez de me convaincre. On a également joué à Orbis, un petit jeu, un petit casse-tête bien simple, mais tout de même intéressant, où on doit aller récupérer certaines tuiles qui vont nous coûter parfois des cubes, qui vont parfois nous en rapporter. Selon la tuile qu'on récupère, on va mettre des cubes qui représentent, je crois, des fidèles disponibles sur les tuiles adjacentes, ce qui les rend de plus en plus intéressantes pour les autres joueurs. Et une fois qu'on a récupéré une tuile, on va la disposer devant nous pour essayer de construire une espèce de pyramide. Il y a toutes sortes de restrictions également pour le placement de ces tuiles. On va pouvoir aller récupérer une divinité qui va nous donner des occasions de faire des points de victoire en fin de partie. Un petit jeu simple, mais bien sympathique. Et récemment, j'ai aussi eu l'occasion de faire le tutoriel de Tainted Grail. Alors, Tainted Grail était un jeu qui était sur Kickstarter il y a de cela, ma foi, peut-être un an et demi, je ne sais pas exactement. Et j'avais complètement décidé d'ignorer ce Kickstarter parce que ça me faisait penser à Seven Continents que j'avais backé. Je ne sais pas si j'y avais joué encore, si je l'avais reçu ou non. Je suis pas certain. Je crois que oui, mais j'avais peur un peu que ça fasse doublon et tout ça. Alors j'avais décidé de passer par-dessus la campagne complètement. Et finalement, quand les jeux ont commencé à arriver en anglais, j'ai commencé à me réintéresser au jeu. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui va s'auto-flageller en me disant « Ah non, j'ai pas backé ce jeu-là. À quoi j'ai pensé? J'ai passé à côté. » Je vais pas avoir des remords et des regrets toute ma vie. Je vais passer à autre chose. J'ai tellement de jeux non joués, il y a tellement de jeux qui sortent à chaque année que je peux pas m'en vouloir d'avoir raté un Kickstarter. Et récemment, Vince, en fait, il y a quelques mois, Vince l'avait reçu en version anglaise. Et Vincent n'a pas autant aimé le jeu que ce à quoi il s'attendait. Il a donc décidé de s'en départir et de le vendre. Et quand il a envoyé la liste de jeux qu'il avait à vendre, j'ai immédiatement remarqué qu'il y avait son Tainted Grail. Alors je lui ai écrit en privé, je lui ai dit « Vincent, réserve-moi ça, je te l'achète sans problème, on va s'arranger ensemble. » Et je l'ai reçu récemment. Et j'ai fait donc le tutoriel qui est tout de même bien fait, j'ai trouvé, pour avoir une espèce de petit sentiment de prise en main, se familiariser avec des mécanismes de base. On va vraiment nous accompagner étape par étape. Les paquets de cartes qu'on doit utiliser sont déjà dans l'ordre. Très peu de manipulation. Il y a des aspects dans la campagne qu'on va littéralement mettre de côté dans le tutoriel en vous disant « On va vous expliquer ça en temps et lieu plus tard. Voici simplement un aperçu de ce à quoi l'expérience va ressembler. » Et je suis bien intrigué. Donc non, je n'ai pas la version française. Je suis tout de même excessivement content d'avoir le jeu tout court. Je suis assez à l'aise en anglais pour pouvoir le savourer et l'apprécier. J'ai bien hâte de voir tout de même si je vais l'aimer, si ça va trop me faire penser à Seven Continents ou non. Selon vous, vous qui connaissez mes goûts, qui commencez à bien me connaître, est-ce que Tainted Grail va subir le même sort que le 7e continent que je n'ai pas aimé? Écrivez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si on n'a pas aimé Seven Continents, est-ce qu'on peut aimer Tainted Grail? Est-ce que les deux jeux se ressemblent beaucoup? Je veux vous lire là-dessus avant de plonger dans ma campagne. Alors, ça fait le tour de mes expériences de jeu du mois de juillet. J'ai bien hâte de voir ce que le mois d'août va me réserver parce que j'ai déjà quelques soirées de jeux ici et là de prévues. Des jeux que j'ai reçus récemment également que je prévois essayer bientôt. Alors, j'ai hâte
à la fin du mois d'août déjà pour vous en parler. Mais en même temps, j'ai pas trop hâte parce que ça va vouloir dire que j'aurai recommencé à travailler et je suis bien en vacances. Alors, je vais savourer le moment présent si vous permettez. D'ailleurs, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, j'ai toutes sortes de projets pour vous. Comme vous l'avez vu, samedi qui vient de se passer, j'ai publié le premier épisode d'une nouvelle série que je vais essayer, tenter désespérément de vous proposer de façon hebdomadaire à chaque samedi matin. Je vais publier, ou du moins, je vais essayer de publier un nouvel épisode de la série Stagiaire de la semaine. Un segment dans lequel je vous fais découvrir une chaîne YouTube dédiée aux jeux de société émergentes. Donc une chaîne qui n'a pas des milliers d'abonnés, qui n'a pas nécessairement 1000 vidéos sur sa chaîne. Une chaîne qui n'est pas beaucoup connue et qui, selon moi, gagne à être connue pour différentes raisons. Alors si ce n'est pas déjà fait, vous pourrez retourner voir le stagiaire de la semaine que j'ai publié récemment. Il s'agissait de l'atelier du Meeple. Un segment bien intéressant pour tous ceux qui sont fans du bricolage. Je prévois également dans les prochains jours publier une vidéo survol, format présentation, soit présentation en moins de 15 minutes d'un gros jeu pour faire suite à mon top 10 des jeux compliqués. J'essaierai donc de vous présenter en moins de 15 minutes City of the Big Shoulders, qui est un gros jeu 18XX économique de simulation, de gestion. Ça sera certainement tout un défi, alors gardez l'œil ouvert pour cette vidéo. Je prévois également vous présenter Marco Polo 2. Alors oui, Marco Polo 2, qui est la suite temporelle et spirituelle du premier Marco Polo, avec des mécanismes qui sont très semblables, mais avec plusieurs changements qui ont été apportés. Alors, j'ai pas décidé encore quel format ça allait prendre. Vous pourrez me laisser vos suggestions dans les commentaires. Est-ce que vous voudriez une simple présentation du jeu rapide, les règles complètes, une critique ou peut-être une comparaison entre Marco Polo 1 et Marco Polo 2. Alors dites-moi ce qui vous intéresse le plus. Et dans les prochains jours, peut-être les prochaines semaines, il y a 2 jeux également dont j'aimerais vous reparler ou vous parler. Le premier étant Tainted Grail. J'aimerais peut-être faire un suivi de mes premières impressions de la campagne. Et le second, c'est Gloomhaven Jaw of the Lion, le nouveau jeu dans l'univers de Gloomhaven, une toute petite boîte comparativement à la gigantesque qui était proposée, qui était sur Kickstarter. Donc, Jaw of the Lion et de façon similaire, vraiment, un Gloomhaven simplifié, pas en termes de mécanisme vraiment, mais il n'y a pas de mise en place avec des tuiles et tout ça. Tout va se passer dans un gros livre qui est relié, avec une reliure. La mise en place, les plateaux de jeu, les endroits où on va se déplacer sont dans ce livret, donc ça facilite beaucoup la mise en place. Il y a quelques règles qui ont été adaptées également. Beaucoup moins de scénarios dans Gloomhaven. Je crois qu'il y en avait 100 ou un peu plus que 100, alors que dans Jaw of the Lion, on offre 25 scénarios si je ne me trompe pas. Alors c'est parfait pour moi qui ne peux pas m'investir dans une campagne de 100 scénarios et plus. Impossible pour moi. Alors je devrais recevoir le jeu très prochainement. J'ai hâte de vous en parler. C'est tout pour ce Quoi de neuf. Alors n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo. Laissez-moi également un pouce vers le haut si vous trouvez toujours intéressant nos Quoi de neuf. Surveillez d'ailleurs les Quoi de neuf de Sylvain et de Vince qui seront publiés dans les prochains jours. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour joindre l'aventure de l'école du jeu. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.